Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Raphaël Goma, enseignant chercheur à l'université Paris 13, Villetaneuse, et Alfred Chango, éditorialiste, nous accompagnent depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité et sans plus tarder, le grand angle. Le Fonds monétaire international est depuis ce 26 septembre en mission en République du Congo, une mission jusqu'au 4 octobre. Le FMI tente d'y voir un peu plus clair dans les comptes publics de ce pays. Reportage d'Eva Panzou, Ibrahima Dumaba. La mission du Fonds monétaire international a repris les discussions avec le gouvernement congolais. Du 26 septembre au 4 octobre 2017, la délégation du FMI, conduite par Abdoul Aziz Ouane, fera le tour des administrations publiques et financières du pays, afin de recueillir tous les éléments d'information nécessaires et susceptibles d'accélérer le travail de ses experts. La République du Congo connaît une crise sans précédent dont les conséquences socio-économiques ont incité les Congolais à compter sur l'aide de l'institution financière internationale. Pour les populations, c'est d'être rassurés que leurs pensions seront payées à 9 mois d'arriéré d'impayés de pension, que les fonctionnaires sachent que leur salaire va continuer à être payé régulièrement, que ces différents corps socio-professionnels vont éventuellement revivre grâce, n'est-ce pas, à l'assistance immédiate que le FMI pourrait accorder au Congo sous guise de ce qu'on appelle appui budgétaire. Cette étape de discussion est indispensable avant l'entame des négociations sur la mise en place par le FMI d'un plan de redressement financier. En outre, l'appui du FMI vise à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, à réformer la gestion des ressources publiques afin d'en renforcer la transparence et à diversifier l'économie tout en préservant les dépenses sociales. Dans la zone CEMAC, c'est clair que les indicateurs économiques ne devrait pas faire qu'un pays soit endetté au-delà de 70% de son PIB. Et pour le cas du Congo, on était d'abord à 77% avant que n'arrive la nouvelle qui a été relayée par certains médias, comme quoi le Congo a un taux d'endettement qui se situerait à 117% de son PIB. La croissance des pays de la CEMAC est au plus bas depuis 20 ans. Notons que le conseil d'administration du FMI a approuvé récemment de nouvelles aides financières en faveur du Gabon, du Cameroun et du Tchad. Les Congolais redoutent des mesures d'austérité dues au surendettement. Raphaël Goma, le FMI exige donc des autorités congolaises une transparence totale des comptes publics. Il en va de ce potentiel programme d'appui à la relance de l'économie congolaise. Oui, mais commençons par dire que le Congo, en fait, connaît une banqueroute frauduleuse. Et vous savez qu'en France, la banqueroute est un délit pénal et c'est un crime. Le Congo a masqué les comptes. On nous parlait d'un endettement de 70% et il a fallu que le FMI rentre au Congo pour qu'on se rende compte que la dette du Congo était plus que ce qu'on pensait. Mais ce qui est d'autant criard, c'est que pendant, je crois, 2 années consécutives, le Congo, semble-t-il, était en excédent budgétaire. Et le Congo aurait, semble-t-il, ouvert des comptes pour des générations futures, pendant qu'effectivement le baril du pétrole avoisinait les $100. Et curieusement, aujourd'hui, on découvre que les caisses de l'État sont vides. Mais je vous dis que c'est une souffrance. Moi, je suis d'origine congolaise. J'ai des familles qui m'appellent pour me dire on ne peut pas assurer la rentrée des enfants ici en octobre. Au moins 10 familles qui m'appellent. Parce qu'effectivement, le salaire ne passe pas. Mais là, on parle encore de ceux qui travaillent. Mais les retraités, ils sont dans une situation, je dirais, calamiteuse. Le Congo est en banqueroute. Et alors le FMI apportera-t-il des solutions? Le FMI, ce n'est pas la première fois qu'ils vont rentrer au Congo. Ils y étaient déjà. On a connu des époques où on parlait de redressement structurel, ou je ne sais pas comment on appelait ça. Ajustement structurel. Mais avait-il réussi à sortir ces États-là
de la crise? Je ne pense pas. Évidemment, on va tout simplement apporter des mesures coercitives au niveau des populations, serrer encore plus la ceinture pour leur dire, écoutez, on le fait pour votre bien. Mais je dirais que c'est un crime. Ce qui se vit au Congo, c'est un crime. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alfred? Oui, le gouvernement congolais a été pris la main dans le pot de confiture. Ayant menti sur l'état réel de l'endettement du pays, du fait justement, c'est souvent ce qu'on ne dit pas mais qu'il faut rappeler, les accords d'investissement entre les pays africains et la Chine, et là c'est l'une des conséquences, parce qu'au fond tous les grands travaux du Congo ont été troqués contre le pétrole. C'est-à-dire, nous donnons le pétrole à la Chine, ils investissent. Or, au moment où les accords avaient été signés, le taux du baril était à $100. Et là, ça a chuté considérablement. Donc, du coup, il y a cet effondrement, il faut compenser. Et pour les Chinois, évidemment, ça signifiait plus de pétrole, mais moins de rentrée de devises pour le gouvernement congolais. Et donc, le Fonds monétaire vient justement constater ce fait-là pour dire, mais enfin, il faut un peu plus d'orthodoxie budgétaire, financière, et en même temps, on arrivera au plan d'austérité. Mais je veux dire que c'est quand même étonnant que dans les années 80-90, 2000, le Fonds monétaire international s'est arrangé pour annuler la dette de tous les pays africains parce qu'ils n'arrivaient plus à rembourser. Le service de la dette était tellement énorme que tous étaient dans cette initiative pays pauvres très endettés et donc on annulait les dettes. Et maintenant, les pays se retrouvent encore dans un endettement considérable. Et là, le Congo-Brazzaville, c'est quand même signe d'une imprévoyance politique totale. Mais le Congo-Brazzaville n'est pas seul dans ce cas-là. Le Gabon est pareillement dans le même cas. L'Angola, moins que les deux autres. Mais on voit effectivement qu'en Afrique centrale, quand même, les pays producteurs de pétrole, en tout cas les plus traditionnels, le Gabon et le Congo-Brazzaville, n'ont pas su justement gérer les dividendes du pétrole quand le pétrole était à des taux beaucoup plus élevés. Est-ce que ce sont à présent des mesures drastiques qui s'annoncent pour la République du Congo? Oui, effectivement, ce sont des mesures drastiques qui vont s'annoncer parce que le FMI, quand il rentre dans un État, il contrôle, il faut d'abord réduire, disons, les dépenses publiques, puisqu'on connaît comment ces États fonctionnent. Donc, il faut réduire les dépenses publiques. Et puis, il y a certainement pléthore au niveau de la fonction publique. Donc, il faudra, disons, se débarrasser de certains agents de la fonction publique. Il faut geler le recrutement des enseignants, des médecins. Et donc, c'est une situation qui va arriver et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit. Au niveau de toutes les couches sociales, il y a des mouvements de grève partout. Au niveau du CHU, à l'hôpital, le centre universitaire hospitalier, ça fait 3 ou 4 mois qu'ils n'ont pas de salaire et les médecins sont en grève. Vous vous rendez compte? Dans un état, je vous dirais, où la situation sanitaire est délétère et que les médecins se mettent encore en grève. Donc on n'enregistre que des morts. Donc je crois qu'il faut trouver une solution. Mais ils ne trouvent pas de solution. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont gagé le pétrole pour essayer d'avoir un peu d'argent ici. Ils ont réussi à avoir peut-être 1 milliard de dollars. Ils ont gagé les droits de douane, tout simplement pour essayer d'avoir de l'argent. Ils n'ont pas pu, et finalement, ils ont tendu la main au FMI. Mais le FMI viendra bien sûr avec toutes ces mesures difficiles, que j'appelle des mesures coercitives, et donc les Congolais n'auront que leurs larmes. Sauf si on arrive à un changement. Et justement, à propos des Congolais, beaucoup ont encore en mémoire les ajustements structurels. Vous l'avez dit tout à l'heure, Alfred, des années 1980-1990. Quelles pourraient être les conséquences au niveau de la population de cette austérité qui s'annonce? Alors,
Ah ben, de toute façon, lorsqu'il y a des mesures austéritaires qui sont prises, c'est des larmes, hein, comme disait Raphaël tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut réduire la voilure de l'État, donc se séparer des fonctionnaires, assainir le budget de l'État, etc., renoncer à un certain nombre de projets, et donc ça signifie le chômage, il n'y a pas de rentrée de devises. Et donc là, le risque est grand que ce soit comme ça. Simplement, fort quand même de l'expérience du passé, le Fonds monétaire, aujourd'hui, en même temps qu'il demande ou impose des mesures d'austérité, de l'autre côté apporte un appui budgétaire pour permettre justement de payer les fonctionnaires, mais c'est un appui qui est limité dans le temps et dans l'espace. Ça voudrait dire qu'il faut que l'État retrouve ses capacités de ressources. Et là, comme c'est une économie tournée uniquement vers les hydrocarbures, qui n'a pas eu cette diversification qui aurait permis justement de compenser la perte de la chute des cours du pétrole, à ce moment-là, ça va être très compliqué, justement. Donc, jusqu'à quel point le Fonds monétaire va soutenir budgétairement le Congo-Brazzaville, et quand est-ce que le Congo-Brazzaville lui-même va pouvoir, justement, prendre le relais, ça, c'est l'équation à double inconnue que Sassou Nguesso doit résoudre. Raphaël Goma. Oui, je voudrais quand même ajouter autre chose. C'est que cette crise, certes, elle est économique, mais c'est aussi une crise sociale et culturelle. Savez-vous que dans une partie du Congo, il y a une guerre sans fin qui est menée? Il y a des populations qui sont déplacées dans la région du Poul. Et tout cela, je crois que les agents du FMI doivent jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a des populations qui ne dépendent que de l'aide, disons, des banques alimentaires. Tout simplement parce que M. Denis Sassou Nguesso, qui avait mis 3 000 milliards de dollars pour l'équipement d'argent, qui n'a pas pensé anticiper cette banqueroute, pense tout simplement aller mater les populations. Donc en fait, pour faire oublier donc sa situation de banqueroute, on va mater les populations, il prend de l'avance pour éviter effectivement que ces populations se soulèvent. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement le FMI, mais disons l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU doivent se pencher sur la situation des populations déplacées du Poul. Tous les jours, il y a des morts dans le Poul. Tous les jours, il y a des déplacés dans la région du Poul. Et personne ne dit mot. On va enquêter, oui, effectivement, il y a déficit, il y a ceci, mais le déficit humain, les pertes humaines, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là, disons, mon cri de cœur. Les gens meurent tous les jours au Congo. Personne n'en parle, aucun média n'en parle. Ils sont des centaines à fuir le Poul. Vous savez, depuis, je dirais même, depuis que M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, les enfants du Poul n'ont jamais eu une scolarité soutenue. Mais c'est un fait, ce n'est pas du hasard. Il le fait sciemment, parce que ces jeunes générations-là, il arrivera un moment donné où ils seront incultes, ils ne pourront pas accéder à des postes de responsabilité, pour tout simplement permettre à ceux qui sont dans la partie septentrionale d'avoir les règnes du pouvoir. Et c'est dangereux. C'est un génocide qui se passe dans le Poul. On va continuer de débattre de l'actualité, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.